Le bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'a obligée à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Le bon matin. Allô Mounir. Bonjour Daphné. Donc aujourd'hui, on enregistre un épisode en avance parce qu'on s'en va en vacances à Caraquet et au festival de poésie. De Caraquet. Ouais, d'Acadie. Au Québec, quand je suis au Québec, je pense aux Québécois. Puis quand je suis en Acadie, je me dis, oui, ça ressemble peut-être un peu aux Québécois. Ça, c'est différent. Mais il reste que je m'occupe de cette chose-là. On va se faire moyen un peu. Donc ça va peut-être être moins collé sur l'actualité, mais on va faire des efforts. On va faire des prédictions. Aujourd'hui, on est le vendredi 26 juillet, juste pour nous situer dans le temps, et les Olympiques ils viennent juste de commencer. On vient de regarder la cérémonie d'ouverture. Premières impressions. J'ai quand même trouvé ça émouvant, donc si à la base, je suis un peu comme mi-figue, mi-raisin par rapport aux Olympiques, je trouvais que les cérémonies comme ça, c'est vraiment... ça vient toucher les émotions, fait que c'est comme une forme de propagande. Qui fonctionne. Exact. Ben, on est arrivé un peu... on n'a pas vu le début. À ce qui paraît, était fait avec Marie-Antoinette. Tout. Moi, j'ai aimé l'espèce de volonté de se surpasser, de faire quelque chose d'unique, comme disait Céline Galipo, du jamais vu. Déjà, side note, Céline Galipo, là, hey, tout le long de la cérémonie, vraiment, il faut être là, c'est tellement plus impressionnant en direct, c'est comme, oui, Céline, on peut pas tous aller à Paris payés par la Société Radio-Canada, là, je suis désolé, là. Fait que ça, c'est mon commentary. Okay. J'ai aimé ça, puis ça nous amène dans le premier sujet qui est les Olympiques en tant que tel. To a 25-year-old from Worcester, Mass. Star at Penn State, now at the highest level. This is what he does. One thing, pommel horse. Can he bring it when it matters most? He needs to be a home run hitter. If you're going to have a specialist on your team, it needs to be a guy who goes up and has one moment and he hits it out of the park. Otherwise, he's not worth having on your team. Just unleash. Selon moi, les Olympiques de Londres, ça a été vraiment les premiers Olympiques de la mémétique, les Olympiques d'Internet. C'était en quelle année? En 2012. Donc là, c'était widespread social media quand même. Comparé aux Olympiques de 2010, j'étais plus jeune, fait que peut-être moi j'étais pas autant tapped-in dans les espèces de discussions en ligne, mais j'ai vraiment un souvenir vivide de quand ils ont annoncé le logo des Jeux Olympiques de Londres, ça ressemblait à Lisa puis Bart Simpson, il y avait plein de mimes, ou les mimes sur les plongeurs, les faces qu'ils font pendant qu'ils sont en train de plonger, puis dans ce temps-là, j'étais un adolescent, j'étais sur 9gag, sur HugeLol, sur Reddit, puis moi qu'est-ce que j'aime de ces nouvelles Olympiques post-internet, c'est que ça brise les frontières de nos espaces numériques. Ça nous met dans une espèce de discussion internationale numérique. Ça le fait plus pendant la Coupe du Monde parce qu'il y a plus de rivalité qui est built-in dans la Coupe du Monde, mais les Olympiques, c'est fédérateur, mais internationalement. Et en même temps, il y a toute la question des conflits. Il y a une surveillance policière qui est historique en ce moment aux Jeux Olympiques. Il y a 45 000 policiers à Paris, dont 12 policiers du Québec. Pour les policiers internationaux, c'est 1800 policiers de 43 pays différents. Puis il y a eu des lois qui ont été passées spécialement à l'Union européenne pour autoriser la surveillance de masse des gens qui vont être à Paris, des gens qui vont être les touristes. Moi, j'ai lu que la capitale française compte aussi 18 000 militaires, 2 000 agents de sécurité privée et 1 000 policiers municipaux de Paris, en plus de 2 500 agents venus de d'autres pays, dont le Québec. Mais ce que j'allais dire par rapport à ça, parce que tu parlais du fait que c'était fédérateur, que, tu sais, tous les pays étaient concernés ou presque, mais la force policière, c'est une forme de militarisation, c'est une forme de violence, et ça nous rappelle un peu les conflits armés en ce moment à l'international. Cette présence-là nous rappelle aussi qu'est-ce qui se passe en Palestine, puis pourquoi elle est là vraiment. Est-ce que c'est pour nous sécuriser ou pour protéger des criminels de guerre, des gens qui ne devraient pas être là? Paris a quand même été la cible de beaucoup d'attentats terroristes, puis ça faisait partie de
la discussion médiatique, depuis des mois, on parlait du risque d'attentats, les attentats qui ont été déjoués. Donc, c'était quelque chose qui était très présent, même dans la discussion médiatique autour de l'organisation de ces Jeux. Dès que Paris a eu la nomination, a eu la candidature en 2017. Puis 2017, c'était l'année des attentats au Bataclan. Ah ouais? Ouais, c'est l'année que c'est arrivé. Fait que déjà, on parlait de l'insécurité de tenir un événement international dans une ville comme Paris. Dès qu'ils ont eu leur candidature a été sélectionnée, il y avait cette discussion autour de la sécurité pendant les Jeux olympiques. C'est ça, j'ai l'impression qu'une partie du spectacle, c'est le déploiement de ces forces policières-là, puis cette idée-là qu'on est en sécurité, comme une sécurisation majeure à Paris. Là, ils ont implémenté un espèce de système de code barre pour se promener dans les infrastructures olympiques ou autour des zones touristiques, donc ça rappelle aussi la COVID. Tu sais, il y avait un moment émouvant dans cette cérémonie, c'est quand la délégation de la Palestine a défilé, était là, il y avait des athlètes palestiniens avec leur histoire. Je pense que la chose la plus... là, j'ai pas de mot en français, mais compelling à propos des Olympiques, attirante ou attrayante à propos des Olympiques, c'est justement les histoires des athlètes. Radio-Canada, il y a une émission olympique qui est dédiée sur Mon Parcours, Mon Paris 2024, où est-ce qu'ils vont à travers comme les histoires des athlètes, des différents athlètes, les embûches qu'ils ont eu pour se rendre aux Olympiques. Ça va aussi dans quelque chose que je voulais parler, c'est comment les Olympiques ont changé. On l'a vu aux Olympiques de Tokyo. La partie la plus intéressante pour moi des Olympiques, c'est le contenu qui est généré par les athlètes sur TikTok, qui est généré en ligne par les athlètes. Ça, c'est une dimension totalement différente de voir c'est comment le village olympique, voir des day in a life, dans le fond, une journée dans ma vie. Ça, j'ai beaucoup ça sur ma For You page, puis c'est quoi d'inusité qu'on voyait pas nécessairement avant avec les derniers Olympiques. Ça offre un contre-discours aux médias qui sont là-bas, qui vont faire des reportages à la vie au village olympique, mais des fois, les conditions pour certains pays sont pas les mêmes que d'autres pays. Il y a cette espèce d'inégalité, cette espèce d'impérialisme aussi. Moi, j'ai vu ça surtout dans les conditions d'hébergement. Tout le monde a des lits en carton, c'est la grosse affaire sur TikTok, là, quand on veut montrer les coulisses, ils montrent le lit, la structure du lit, mais il paraît que celui-là est fait expressément pour empêcher les relations sexuelles. Je sais pas si c'est juste des ragots ou c'est réel, mais après ça, j'ai vu vraiment des délégations qui étaient comme plusieurs lits en carton dans une même pièce, alors que certains ont vraiment des chambres privées. On a vu l'application Grindr qui a été rendue inaccessible. C'est une application de rencontre utilisée par la communauté homosexuelle. Ouais. La fonctionnalité de proximité a été désactivée complètement autour du village olympique. Puis le prétexte, c'est pour la sécurité des athlètes ou pour pas outer les gens qui sont secrètement homosexuels dans des délégations dans des pays. Mais en même temps, quand tu utilises Grindr, tu l'utilises en connaissance de cause, non? C'est ça, je comprends pas. C'est quoi le lien entre la sécurité puis l'activité sexuelle? Parce qu'il y a souvent ce mime-là ou cette discussion-là sur à quel point le village olympique, dans le fond, c'est juste une espèce de grosse congrégation d'activités sexuelles. Une orgie internationale. Mais là, juste des faits intéressants sur les Olympiques. C'est tiré d'une carte qui a été créée par le collectif Saccage 2024 que tu m'as ramené d'Europe. Ouais, mais dans le fond, je suis allée en tournée poétique en Europe et j'ai eu l'opportunité, je sais plus c'est où, je pense que c'est à Liège. On était dans une espèce de coop poétique avec plusieurs maisons d'édition indépendantes. Puis là, on a rencontré des gens qui faisaient des zines. Ils nous ont donné ce zine-là. C'est un gros zine sur les Olympiques qui dénonce un peu les Olympiques. Tout ce que ça a engagé au niveau des gens qui habitent déjà à Paris. 3000 étudiants délogés de leur résidence pour loger les partenaires et les bénévoles. Donc là, ça, c'est les résidences étudiantes qui ont été complètement perquisitionnées. Déjà, à la base, un étudiant, c'est quelqu'un de plus précaire. Les Jeux olympiques ont contribué à la gentrification. Depuis l'annonce en 2017, les prix de l'immobilier dans l'arrondissement 93 ont augmenté de 22,3%. Le 93, c'est connu surtout dans l'univers du rap français comme un quartier. C'est un quartier populaire, en marge de Paris. Là. C'est la Seine-Saint-Denis. Ça pourrait être considéré comme Chemédé à Laval. Là. C'est pas nécessairement dans Paris-Centre, mais c'est une banlieue. Dans l'univers du rap, le 93, c'est comme l'espèce de quartier où il y a beaucoup d'activités criminelles, une espèce de quartier pas encore gentrifié. Mais là, ça a vraiment accéléré la gentrification de ce quartier. Airbnb, en moyenne, 10 jours de location rapporte 2000 € aux propriétaires pour un Airbnb. Wow. J'aurais pensé que c'était plus, honnêtement. 2000 €, mais ça dépend des quartiers, I guess. Là, ça, c'est un autre fou fait. 3 écoles, 19 entreprises, un hôtel et 2 foyers ont été détruits pour construire le village olympique. 3 écoles. Mais on dirait que c'est quelque chose qui revient d'année en année avec les Olympiques. Il y a comme une désillusion olympique qui s'est installée dans les dernières années. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, quand j'avais genre 8-9 ans, je sais pas, puis je regardais les Olympiques avec mon père, c'était complètement un rapport enchanté. Il y a vraiment un discours peut-être plus critique face à cette espèce d'opération que mon père qualifie de
mafieuse. Mais je pense, qu'est-ce qui a contribué peut-être à cette désillusion? Il y a eu les Olympiques de Athènes, je pense en 2002 ou en 2006, où est-ce que quelques années plus tard, Athènes a déclaré faillite. Ils n'ont pas pu payer leurs créanciers, l'Union européenne a dû les récupérer. Puis là, ça a entamé ce discours sur une grosse partie de leur dette, c'était l'organisation des Jeux olympiques. Ensuite, il y a eu les Jeux olympiques de Rio. Juste 18 mois plus tard, on voyait toutes les installations qui avaient été construites, qui étaient complètement désuètes, complètement peu utilisables. Puis cette espèce de gros effort de construction, dans le fond, pour des infrastructures qui vont même pas profiter aux gens. Ils sont éphémères. Mais je pense qu'il y avait aussi déplacé des favelas, non? Mm-hmm. Je pourrais pas dire exactement, mais c'est sûr. Je m'en souviens plus, mais il me semble. Puis là, il y avait eu aussi, justement, pendant les Jeux olympiques de Londres, c'était la première fois qu'ils construisaient un stade, je pense que c'était à Londres, un stade qui était pas permanent, qui était temporaire, pour être ensuite démonté et envoyé à Rio pour être monté à cet endroit-là. Mais ensuite, c'est vraiment une espèce de tour de force. Comment Emmanuel Macron, là, on a vu Aya Nakamura qui performe avec la garde républicaine, il tweet avec cette court extrait de vidéo, puis il politise le moment. Il utilise son slogan, le « en même temps » de Macron. Ça, je sais pas c'est quoi. Le « en même temps » de Macron, c'est une espèce de slogan centriste. Ça veut dire, on peut tout faire en même temps. On peut garder nos valeurs d'origine historique, puis s'ouvrir vers le futur. On peut avoir une politique fiscale rigoureuse, puis avoir des programmes sociaux. On peut tout faire en même temps. C'est comme le comble du centrisme, dans le fond, c'est « en même temps ». Puis il l'a politisé directement. Il l'a dit durant la cérémonie d'ouverture. Non, il a pris la vidéo d'Aya Nakamura, il l'a tweeté, puis sa description, c'était écrit ça en même temps. Fait que c'est directement une récupération politique, on voit des... Mais il y avait eu un scandale lié à Aya Nakamura. Il y a des gens qui chialaient parce que qu'elle ne représentait pas la France, exact. Mais c'est surtout les chaînes d'infos de Vincent Bolloré là, qui ont vraiment participé à ça. Okay. Donc CNews, BFM TV, qui ont donné beaucoup de temps d'antenne à des chroniqueurs comme Mathieu Bocoté, notre très cher Mathieu Bocoté, pour dire justement qu'elle représentait pas la France, puis que la France est passée de chanteuses comme Edith Piaf à Aya Nakamura. Je pense que ça a bien bouclé la boucle que Céline Dion chante du Edith Piaf, dans le fond. Ça, c'est un moment quand même touchant, là, faut dire. Même mon père a été ému. Lui qui n'aime même pas Céline Dion. C'est ça, notorious Céline Dion hater. J'adore Raymond Pilon. Depuis 2024, on compte 6 morts sur les chantiers pour la construction des Jeux olympiques. Encore une fois, toutes ces informations viennent du collectif Saccage 2024. Du 20 juillet au 8 septembre, le prix du billet de métro a doublé pour financer l'achalandage puis le nombre de métros qui doit être déployé. C'est quand même fou que c'est les gens qui prennent le transport en commun, qui font un effort pour la planète, souvent des gens qui ont peut-être même pas les sous pour s'acheter une auto, qui paient les frais de cette espèce de célébration-là. Puis jusqu'au 8 septembre. Donc il va y avoir la rentrée, là. Ça va être le prix du billet de métro va doubler. Parce que dans une espèce d'air justement transition écologique, le raisonnement dans ma tête, ça aurait été du 20 juillet au 8 septembre, le métro est gratuit. Ça aurait été ça, moi, Oui, on veut diminuer la circulation automobile, on veut pas qu'il y ait trop de bouchons, juste aller tout en transport en commun, c'est gratuit, tu sais, comme moi, je pense que ça aurait été ça, la chose à faire, mais après, c'est vraiment, eux, ils ont dit, c'est pour financer le fait qu'il va y avoir encore plus de métros qui vont devoir être déployés, il va y avoir plus de fréquences. Pourtant, moi, j'ai entendu parler du fait que plusieurs métros sont fermés. C'est complètement anarchique. Finalement, c'est juste vraiment dur de se déplacer, surtout avec le déploiement des forces policières. Il y a des périmètres de sécurité par rapport. Mm-hmm. C'est juste comme un casse-tête en ce moment. Mais surtout avec... On vient de regarder la cérémonie d'ouverture, l'espèce d'ambition de faire défiler les athlètes puis les performances sur la scène fait en sorte que le périmètre qui a dû être sécurisé tout le long de la scène, c'est vraiment des kilomètres et des kilomètres. Là. Ils ont dû vraiment, littéralement, fermer des stations de métro puis fermer des quartiers complets de Paris que tu pouvais juste aller, justement, avec un code barre si t'étais un résident ou si t'étais un bénévole, un travailleur ou quelqu'un qui avait des billets. Honnêtement, est-ce que ça va faire du bien à l'image de la France? Je sais pas. Est-ce que ça ramène la force à Emmanuel Macron qui vient de vivre une période électorale complètement désastreuse, qui est encore pas nommé de gouvernement. En ce moment, la France n'a pas de gouvernement. C'est Gabriel Attal qui va être là jusqu'à temps que la France puisse nommer un gouvernement. Le Front populaire qui réclame un gouvernement du Front populaire, comme c'est eux qui ont le plus de députés. Mais Macron qui est ouvert à faire des alliances avec
les républicains qui se sont alliés avec le Rassemblement national, donc dans le fond qui veut faire un gouvernement qui aurait des membres qui étaient prêts à gouverner avec la droite, l'extrême droite, avec Jordan Bardella. Donc il est vraiment dans une espèce de néant, puis là c'est comme la grande fête, puis là Aya Nakamura en même temps aussi. Est-ce que électoralement il s'en sort mieux après? T'sais, lui il n'y a plus d'élection dans le fond, c'était vraiment son mandat, son quinquennat va finir, il ne pourra pas se représenter. Je pense pas que son mouvement politique, son idée centriste de pas... Tu sais, Emmanuel Macron, c'est vraiment un produit du monde financier. Il travaillait pour la banque Rothschild avant. Il est venu en politique avec une idée très technocratique de la politique, dans le sens que c'est pas animé par de l'idéologie, mais par du pragmatisme et de l'efficacité. Il n'est pas quelqu'un qui est très idéologiquement poussé. C'est pour ça qu'il n'aime pas les foules non plus, Emmanuel Macron, puis ça s'est juste effrité parce que il était jeune, il était nouveau, mais là, est-ce qu'à faire les Olympiques comme ça, faire une cérémonie comme ça, on va révolutionner les cérémonies, est-ce que ça va être bien reçu? Là, déjà, les Elon bots sur Twitter sont déjà en train de dire que l'Occident est tombé. Oui, parce que nous, on a ouvert la télé ou l'ordinateur au moment où il y avait une espèce d'ouverture vers la diversité. Tu voyais des gens danser un peu comme dans les ballrooms, voguer. Mm-hmm. Ouais, c'était un hommage clairement à ça. Il y avait une diversité corporelle, il y avait une diversité sur tous les fronts, puis là, ça l'offusque les gens. Mais tu sais, la vraie chose, c'est déjà, il y a eu des actions militantes, des actions de... on peut utiliser le terme de saccage, dans le fond, des lignes de la SNCF qui est comme l'espèce de Canadien Pacifique. C'est une compagnie d'État qui gère tous les chemins de fer en France. 4 stations qui ont été abîmées, qui ont empêché les gens de se déplacer vers Paris et aller de Paris à d'autres endroits, parce que c'était ça le gros discours. Les gens qui ont de l'argent, qui peuvent aller ailleurs que Paris, parce que les Parisiens voulaient pas être à Paris pendant les Jeux Olympiques, parce que non seulement tu peux louer ton logement en Airbnb, faire de l'argent, puis en plus, il va y avoir tellement de gens, tellement d'achalandage, ça va pas être le fun comme qualité de vie, fait que les gens, ils vont aller en vacances un peu partout en France, mais là, les gens pouvaient pas quitter Paris, ça a fait des gros achalandages. Les artistes, les danseurs ont failli faire... Les danseurs qu'on a vus danser tout à l'heure ont failli faire la grève puis pas faire la cérémonie. Fait que ça va être ça qui va être à suivre aussi. Ça va être quoi les actions militantes des gens pendant les Jeux Olympiques, je sais pas. Fait intéressant. Nouvelle épreuve aux Jeux Olympiques, le breakdance. Ah ouais. Je trouve ça quand même aléatoire comme épreuve olympique, là. Je sais pas... C'est effectivement un sport, c'est juste la façon de noter la performance m'apparaît assez subjective, tu sais, comme c'est pas une épreuve qui est standardisée, en tout cas, je sais pas, à voir. Moi, je pense que ce qui est intéressant vraiment, c'est les discussions en ligne sur les Jeux Olympiques, une espèce de rapport d'internationalisation de l'Internet. Puis comment les Olympiques, ça offre ça à la communauté internationale, fait qu'on se réunit tous. Déjà, la discussion commence, c'est comme « Ah, les Français, tu sais, The French », c'était ça qui trendait sur Twitter, « The French », tu sais. On va dire aux Français d'organiser les Olympiques, puis là, il y a un dude tout nu bleu dans un bol de bouffe, c'est comme « Ah, The French ». Ça va être des bons Jeux Olympiques, on va pas tant les regarder. Moi, d'habitude, j'aime ça regarder un peu les Jeux Olympiques. Je pense que j'aimerais que le Canada gagne au basket contre les États-Unis. Ça, c'est intéressant. Ce que tu me disais sur le basket. Un des attraits qui captive la pop culture américaine, c'est qu'en 2023, le sprinter Noah Lyles, après avoir gagné les championnats du monde, a fait une espèce de discours où il a attaqué les joueurs de basket. Parce que dans les compétitions de la NBA ou la NFL, toutes les ligues de sport américaines, le baseball, quand ils gagnent leur championnat de leur saison, ils se qualifient de champions du monde. C'est tout le temps écrit World Champions. Ça va être, au baseball, ça va être la World Series. Comme si cette espèce de ligue américaine définissait c'est qui les champions du monde. C'est très du nombrilisme américain, là. Si tu gagnes les États-Unis, you're the best in the world, dans le fond. Puis c'est un peu comme ça que la conscience américaine est faite, là, qui croit qu'il n'y a pas d'autres pays. C'est pour ça qu'on fait souvent des blagues sur les Américains, ils connaissent pas la carte du monde, ils connaissent pas les pays du monde. C'est parce qu'ils sont tellement comme concentrés sur... Il y a un terme pour ça, c'est ethnocentristes. Ils sont complètement ethnocentristes. Moi, je l'ai personnellement vécu dans mes rapports avec d'autres écrivains, les Américains, les écrivains américains. Pour eux, la littérature, c'est ce qu'ils vont lire that's it. Puis ça va être des auteurs américains. Oui, c'est des auteurs américains ou ce que le système éditorial américain va traduire. Par exemple, j'ai traduit une autrice américaine qui, quand elle est venue à Montréal, moi, j'ai été déçue parce qu'il n'y avait pas cette espèce de
Curiosité, pour moi, la traduction, c'est un geste de partage, c'est un geste d'ouverture, mais ça va dans les deux sens, tu sais. C'est pas une affaire de comme, moi, je vais traduire ton livre pour que nous, on le découvre. C'est comme, tu viens, tu fais un lancement à Montréal, tu sais. Toi aussi, il faut que tu t'intéresses à la culture qui t'accueille. Littéralement, c'est un biais, puis les biais sont inconscients, mais l'ethnocentrisme, c'est de penser que ce que tu connais, ce qui relève de ton pays, c'est comme il n'y a rien d'autre à voir, à connaître. Fait que cette curiosité-là, elle l'avait juste pas développée, tu comprends? Ça faisait pas partie d'elle. C'est ça, puis on peut racheter le clip là, vraiment de Noalaz qui dit... You know, the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA Finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? World champions of what? The United States? Puis cette clip-là a fait le tour de toute la blogosphère de sport américain, tous les plus gros blogs, puis ça a suscité une immense réaction. C'est toutes les plus grosses stars de basket qui ont commenté toutes les publications pour dire c'est qui ce gars-là, pour qui il se prend. Puis soudainement, toutes les plus grosses stars de basketball américains ont dit qu'ils allaient participer aux Olympiques. Fait que là, l'équipe américaine, LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, tous des joueurs qui avaient décidé de pas faire les Olympiques dans les dernières éditions, puis les États-Unis n'avaient pas gagné la médaille d'or. Fait que c'est pour ça qu'ils disaient vous étiez pas champion du monde. Fait que là, ils sont là. LeBron James, c'était le porteur du drapeau américain. Donc des grandes stars sportives. Le Captain America, le George Washington. Le traverse de Lever. C'est des memes. Elle n'est pas tapée dans NBA Twitter. Fait que c'est genre. Parce qu'il y a une peinture de George Washington qui traverse le Delaware pendant la guerre d'indépendance. Puis elle ressemble vraiment à LeBron sur son bateau sur la Seine qui tient le drapeau de même comme s'il amenait les troupes. Fait que là, c'est comme I'm gonna tell my kids that was genre la traversée du Delaware. I'm telling my kids this was George Washington crossing the Delaware. LeBron James holding Old Glory through the rain in Paris is one of the hardest sports pictures you will ever see. Love him or hate him, LeBron is the first men's basketball player to ever be named a flag bearer, and he absolutely crushed it with this. C'est déjà sorti sur Internet. Ouais, c'est comme... Mais LeBron, c'est un des personnages de la pop culture le plus memified. Il y a tout le temps des memes de LeBron. Puis il parle pas, il a pas besoin de parler, il est juste drôle, il est funny. C'est difficile à expliquer, c'est imperceptible. Il y a du charisme. Oui, il y a du charisme, mais il est un peu comme Drake, dans le sens que Drake aussi est très memified. Ils ont une espèce de cartoon-ish, tellement qu'ils sont connus, que les gens font des memes dessus. Ils transcendent un peu l'espèce d'idée d'être une personne, ça devient... Ah ouais, mais il y a un commentaire à faire là-dessus, sur le racisme. Ça, on regarde dans l'épisode. Tu peux pas couper ça? Non, mais laisse-moi... Non, c'est même pas du racisme là-dedans, c'est juste des Laisse-moi memes. expliquer. Souvent, les gens qui font des memes là-dessus, c'est des gens afro-américains. Que tu l'as dit toi-même, t'as dit, ces gens-là, on les perçoit presque plus comme des humains, mais comme des cartoons. Puis il y a cette tradition-là aux États-Unis de justement désarticuler puis réarticuler le corps noir pour en faire un cartoon, comme les minstrels, le blackface, puis il y a ça aussi dans le reaction GIF. On parle de digital blackface, fait que du blackface numérique, ou pour transmettre une émotion. Ben là, on utilise peut-être moins ça des GIFs, mais à un moment donné, quand c'est sorti, par exemple, sur Facebook, les gens, dans les commentaires, ils voulaient transmettre une émotion, puis souvent, l'émotion qu'ils allaient transmettre, ils utilisaient un GIF d'une personne noire qui réagissait. Fait que c'est comme si les personnes noires devenaient des cartoons. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. L'affaire avec LeBron, c'est une icône. Il y a tellement de mimes avec LeBron. Comme mettons, LeBron, chaque fois on le voit, parlons littérature, là, chaque fois que LeBron est vu en public, il est en train de marcher vers une entrevue ou se rendre au vestiaire, puis qu'il tient un livre, il est tout le temps aux premières pages du livre. Puis il y a comme des centaines de photos de LeBron qui veut faire comme si c'était un grand lecteur. Mais chaque fois qu'il tient un livre dans ses mains ou qu'il est en train de lire, il est tout le temps aux premières pages du livre. Ou LeBron, dans des entrevues, des dizaines d'entrevues, où est-ce que il parle, puis il fait comme s'il savait déjà que quelque chose allait arriver. Fait que dans le fond, il est comme « Ah ouais, Migos, c'est devenu un gros groupe de rap. Moi, j'écoutais du Migos en 2009. Migos, ça existait même pas en 2009. » Puis c'est comme le liar, tu sais, puis vu que son nom, c'est LeBron, tu peux dire puis le GOAT, tu sais. Moi, j'appelle le GOAT, l'Amazing, le Glorious. Mais il se prête bien à ça, mettons. Il commente pas. Fait que c'est comme parfait. Ses enfants vont le commenter, ses fils vont faire des jokes sur Internet là-dessus.
Puis tu sais, il y avait même un meme sur TikTok, My Little Sunshine, genre You're My Sunshine. Tu sais, les gens ont tellement un amour profond envers LeBron James. Parce que c'était quelqu'un comme moi, qui a grandi dans les années 2010. LeBron James, il joue au basket dans la NBA depuis 2003-2004. Genre, la plus grosse histoire de basket, ça a tout le temps été LeBron. Il achève sa carrière. C'est comme, il nous a bercé dans notre adolescence. Comme on a regardé LeBron jouer au basket. C'est une figure tutélaire pour toi. Ben, pour beaucoup de gens. Moi, j'adore LeBron James, ok? J'ai pleuré en 2017 quand ils ont perdu contre Golden State. Fuck Kevin Durant. Et moi, j'ai quelque chose à dire sur les Olympiques. Vas-y. Je veux mentionner le compte TikTok des Jeux paralympiques, donc qui auront lieu du 28 août au 8 septembre. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. En fait, j'ai fait des recherches pour savoir qui était derrière ce compte, parce qu'il y a plusieurs clips qui sont unhinged. Il y a des athlètes comme ça de paralympiques qui sont, je sais pas, tu sais, qui ont une mobilité réduite en chaise roulante, whatever, avec des jambes, des prothèses. Puis tu les vois juste tomber, crasher. Leurs handicaps. Leurs handicaps, comment ils sont mis en scène, c'est d'une façon comédique, avec les sons aussi. Il y a beaucoup d'humour, il y a des chansons, tu sais, puis il y a 4,2 millions de followers quand même. Puis moi, je me rappelle pendant les Jeux de Tokyo, je pense que c'est là que le compte est vraiment... Parce que c'était les premiers jeux avec TikTok, c'est les Jeux de 2020. OK. Mais il était en 2021 à cause de la COVID. Puis là, ce compte-là avait vraiment fait beaucoup rager parce que tout le monde était comme est-ce qu'on est supposé rire? Est-ce qu'on a le droit de rire à ces TikTok-là? C'est quoi? C'est qui pose ça? Ben c'est ça. Puis il y a eu plein de monde bien pensant qui se sont soulevés, qui étaient comme « What the fuck? Ça rit des gens à mobilité réduite. Tu sais, il faut arrêter ça, blablabla. Bla, bla. » Puis finalement, il y a un porte-parole du comité paralympique qui a été obligé de dire « Désolé, les critiques viennent majoritairement de gens qui n'ont pas d'handicap. En fait, la personne qui run notre compte, donc la personne qui fait les médias sociaux, c'est un athlète paralympique qui comprend c'est quoi être handicapé. A former Paralympian who has been involved in parasports since the age of 10. Ça fait depuis qu'il y a 10 ans qu'il fait ça. Puis lui, pour lui, c'était important d'offrir une vision qui était justement différente de celle qu'on voit souvent, qui qualifie de inspiration porn. Donc, quand on voit des gens avec des handicaps, souvent, on va mettre l'emphase sur le fait qu'ils ont transcendé leur handicap. Le dépassement de soi. Ouais, puis là, c'est censé nous émouvoir et tout. Mais lui, comme ça, c'est vraiment une vision qui est, en plus, dirigée vers un public qui n'a pas d'handicap. Puis, il offre une vision très différente des gens avec des handicaps. Puis moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce compte TikTok-là. Donc, à suivre. Ouais. Dans la vie numérique de Daphné B. C'est ça. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport aux vêtements des athlètes olympiques canadiens. Lululemon. C'est ça. T'es pas fan? Ben, personne qui est fan. Lululemon, c'est une entreprise délétère qui participe à la gentrification, qui fait du greenwashing, et en plus, le fondateur, Chip Wilson, a toujours exprimé son dégoût pour les gens, la diversité corporelle, les gens obèses. Il a même dit, tu sais, dans le fond, nous, on fait exprès pour que certaines personnes ne viennent pas magasiner chez nous. L'homme d'affaires a suscité la controverse en 2013, mais encore plus récemment, il avait dit, c'est ça, que le corps de certaines femmes n'était pas compatible avec les produits de l'entreprise. Peut-être que j'en demande trop, mais je trouve ça décevant. Je trouve ça comme complètement... J'ai jamais porté de Lululemon parce que je sais pas s'ils font ma taille. Moi, outre cet argument-là, je les trouve pas tant beaux, là, nos uniformes, là, comme on n'a pas de style comparé à d'autres délégations. Mais je trouve que c'est vraiment... Le fait qu'on ait pas de style m'apparaît pas problématique parce que dans ma tête, le Canada a pas de style. C'est ça. Bon, commence un discours souverainiste, s'il te plaît. Moi, c'est ça mon argument. Je disais, si le Québec, on était un pays, ou quand le Québec, on va être un pays... nos uniformes vont slap. Mais sur Lululemon, tu sais, la fois la plus drôle, c'est qu'il a dit à un moment donné, je sais pas s'il a dit ça en joke, non, c'était beaucoup utilisé contre lui, qu'il avait choisi le nom Lululemon parce que les L, c'était difficile à prononcer en Asie. Ouais, donc non seulement grossophobe, il est raciste, il y a plein de qualités. Mais honnêtement, non, mais je sais pas s'il a dit ça. Non, j'ai déjà entendu parler de ça. En tout cas, il est plus à la tête, là, il est plus CEO. Ah, il est plus à la tête? Non, depuis un bout, depuis sa première controverse, mais il y a quand même des actifs, il y a des parts. C'est lui qui a fondé la compagnie? Ben oui. Okay. Ma prédiction pour les Olympiques, j'espère que Justin Trudeau va gagner les 100 mètres. Moi, ça m'intéresse pas, les performances.
Simone Biles. Je suis plus intriguée à voir, bon, le discours, comment ça va se déployer sur Internet, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des scandales? Il y a déjà un scandale. Le Canada, je l'avais mis dans mes notes, le Canada a triché, la risée internationale, notre équipe de... Ben, je veux pas blâmer l'équipe de soccer féminine, mais certains membres dans le corps entraîneurial. Quoi? Le corps entraîneurial, ça c'est one for the books. Dans les coachs, en fait, qui ont espionné l'équipe de la Nouvelle-Zélande avec un drone. Là, c'est tous les pays qui passent pour des losers. Non, mais justement, c'est ça que j'aime pas des Olympiques. Ah, moi j'aime les épreuves, faut dire, parce que si la fin la plus pure l'idée dans qu'on les... a une espèce d'honneur, d'identité nationale, comme finalement, moi, ça me passe. Ouais, mais comme parce que tu le l'eau. vois trop macro, faut que tu le vois micro. La fin la plus pure à propos des Olympiques, c'est des gens qui ont dédié leur vie à une discipline. Puis tu peux reconnaître avec ça. Mais justement, dans cette... Je pense qu'on commence lentement, mais sûrement, à questionner ce genre de trajectoire. Moi, je comme je viens d'un background de sport, fait que je comprends vraiment cette espèce de attachement au dépassement de soi sportif, puis qu'il y a une véritable valeur à ça, puis un accomplissement, puis un purpose. C'est quoi la valeur? C'est de te dépasser, puis de tout dédier à ça, puis de t'accomplir, puis la compétition que c'est. Mais puis... quand tu t'accomplis là-dedans, tu dois mettre de côté tellement de choses. Ben, souvent... Après, moi, j'ai de plus en plus conscience de la précarité financière des athlètes qui finissent par être au crochet de plusieurs entreprises qui vont les sponsoriser. Mm-hmm. Tu sais, il y a tout cet aspect-là qui me dégoûte. Je pense que la réalité de l'athlète est vraiment plus proche de la réalité de l'artiste qu'autre chose. Genre, je pense que ça pourrait se facilement transposer avec quelqu'un qui dédie sa vie à la littérature. C'est un peu le même genre de choses. Quand t'es un athlète, puis par exemple, tu fites pas dans un moule, t'as pas une image qui est marchandisable, tu vas avoir moins de sponsors. Mais avec l'avènement, justement, des plateformes où est-ce que tu peux générer du contenu toi-même, si t'as une plateforme qui fit moins, qui est moins advertiser-friendly, mais qui est très populaire, tu peux toi-même générer une audience, toi-même créer des vlogs, toi-même créer du contenu, tu peux te marchandiser toi-même. Mais justement, t'as un poids de plus, t'as une charge supplémentaire de travail à faire. Tu sais, moi, je trouve que c'est finalement la définition de l'enfer. La désillusion olympique, elle est plus large parce que, tu sais, c'est plein de discours là, ambiants. Tu sais, il y a l'idée de la drogue, du dopage. Tu sais, même si toi, t'es un être pur puis tu veux pas te doper, après ça, tu le dis, si ton cercle social en entier, c'est ça, des athlètes ou des entraîneurs, ben finalement, t'es plus fragile, tu peux te faire pousser à prendre de la drogue. Il y a eu tellement de cas d'abus sexuels, notamment en gymnastique. Moi, quand je pense au sport, je pense juste à l'abus de pouvoir. Puis c'est ça qui me dégoûte. Tu sais, souvent, pour être un athlète, tu commences à t'entraîner super jeune. Quand t'es jeune, t'as moins de repères. C'est plus difficile de te défendre. T'es plus vulnérable. Fait que tout ça, moi, dans quelle mesure est-ce que ces jeunes-là ont choisi ce sport-là? Est-ce que c'est leurs parents? Est-ce que c'est des est-ce que ça vient vraiment d'eux? Puis après ça, nécessairement, quand t'es jeune, ton but, c'est de réussir, de te faire aimer, d'avoir l'amour de tes parents. T'es poussé à performer, peu importe. On parle tellement de consentement, mais à quel point, dans quelle mesure est-ce que ces gens-là ont consenti à ça? Tu sais, parce qu'une fois que t'es rendu, il y a comme un point de non-retour. Fait que là, je peux comprendre que comme à un moment donné, tu te dis, oui, je mets le paquet, je deviens un athlète olympique. Mais ça commence tôt. Pour être un athlète olympique, il faut que tu aies commencé très, très jeune. J'ai des histoires dans la tête là, de gens qui m'ont parlé, qui ont été des athlètes vraiment longtemps, qui se sont fait abuser des années et des années. Je suis dégoûtée. J'ai l'impression que c'est tellement un milieu propice à l'abus. Je pense juste à ça maintenant quand je vois des athlètes. Entre les gens qui sont dans ces disciplines-là, il y a l'espèce de rapport de performance, de justement, je suis meilleur que toi. Il est comme ancré, là. Il est devant tout le monde. Il est pas comme subjectif. Mais oui, puis c'est un exercice de propagande, dans un sens où on nous montre que le dépassement de soi, ça existe dans un contexte de compétition, où il y a juste un gagnant, il y a juste une médaille d'or. C'est pas nécessairement ça, la vie, genre. Quand tu te dépasses, t'es pas obligé d'être en compétition. Des fois, tu peux être juste en compétition avec toi-même. Tu sais, moi, je te parle, puis tu as fait du foot. Je veux dire, au football, c'est un jeu d'équipe. Il y a toutes sortes tellement de belles choses que tu vis là-dedans. Dans les sports d'équipe, il y a la camaraderie, l'entraide, blablabla. Mais, tu sais, mettons, quelqu'un qui court le 100 mètres, une discipline où t'es seul, je sais pas, moi, comment je me sens par rapport à ça. Fait que c'était ça pour notre segment olympique. Ben ouais. Après, on va tomber sur un sujet qui est le diaper discourse, qui est beaucoup moins ancré dans l'actualité. Fait que c'est pour ça qu'on était comme, why not l'enregistrer à ce moment-là, alors que, bon, on va publier l'épisode
dans une semaine et demie, mettons. Le diaper discourse. Ok, juste pour traduire, on va dire... Elle va continuer à dire diaper, mais c'est diaper, les couches. Ça part de quand on s'est rencontrés, puis on écoutait l'émission Si on s'aimait. J'ai commencé à fabuler pendant un épisode où on regardait un gars qui était pas très gentil, puis je me suis mis à dire qu'il y avait une couche. Ça, c'est l'inception de ce qu'on appelle le diaper discourse, puis je sais que je le dis mal, mais je change pas ma façon de le dire, parce que pour moi, de un, c'est comme ça que je parle en anglais, puis c'est une forme de québécisation, créolisation du mot. Mais je trouve que ça me convient parce que c'est pas sérieux, puis en même temps, c'est sérieux. Directement, quand on parle de couche, on parle de caca, on parle d'anus, on est dans l'univers du bas corporel. Puis pour moi, prendre au sérieux le bas corporel, c'est comme opérer un retournement carnavalesque. Puis là, je suis vraiment, genre, dans mon domaine de littérature. L'idée du carnaval, c'est un théoricien, un sémiologue, je pense, Bakhtin, qui a comme théorisé ça. Puis il parle du carnaval au Moyen-Âge où il y a un renversement des rôles, où le fou du village devient le roi l'espace d'un instant. Fait que là, si on prend au sérieux le bas corporel, ben là, on opère un retournement. Fait qu'on est dans le carnaval. Puis je pense que ça mérite du sérieux quand même, ça mérite notre attention, l'anus, les orifices, mais c'est pas quelque chose dont on parle, c'est plutôt quelque chose qu'on cache ou qu'on supprime dans le discours. Il y a juste Ice Spice qui en parle. Ouais, exactement. Ice Spice, elle a l'air obsédée par le caca. Les pets, c'est quoi? Son album vient de sortir. I miss poopy, but I never smelled. Think you're the shit, but you're not even the fart. Puis il y a les chansons qui s'appellent Oh shit aussi. I'm a poopy like I need a diaper. Watch him out cause my bitch get scrappy. But give me bitch never get tacky. Off the liquor we be getting nasty. Always talking about poop and stuff. Ça, c'est très scatologique. Mais c'est ça, c'est à partir du moment où on a commencé à parler de couches. On a enfin ouvert notre réceptacle, notre esprit à voir toutes les couches qui nous entourent. Exactement. Puis là, tout à coup, j'entendais beaucoup parler tu sais, je lis beaucoup d'infolettres, moi, puis il y avait des infolettres qui parlaient, par exemple, d'un centre de fétichistes de couches qui ouvrait, je sais pas, dans une petite ville aux États-Unis, puis là, ça faisait parler. Fait que là, je me suis mis à lire sur le fétichisme des couches. Les ABDC, Adult Baby Diaper Community. C'est une paraphilie, c'est comme un genre de fantasme, un kink, dans laquelle un individu ressent un fort désir de porter des couches. Mais c'est pas nécessairement sexuel, là, ça dépend. Puis ça dit aussi l'infantilisme est par ailleurs décrit comme un comportement, ça je lis Wikipédia, là, comportement de fuite devant les responsabilités d'adultes. Fait qu'il y a peut-être un côté BDSM là-dedans. Et il existe une forme particulière d'infantilisme revendiquée et assumée par des personnes atteintes de pulsions fétichistes et les incitant à se travestir en bébé. Donc, à s'habiller en bébé. J'oublie, là, dans l'espèce de continuum de notre rencontre, de notre vie, mais il y a eu le 7 octobre et là, le génocide en Palestine, et j'ai appris que le IDF, donc l'armée israélienne, était aussi appelée couramment de Diaper Army. C'est comme une forme de caricature. Et donc, il y a comme des oui-dire comme quoi les soldats porteraient des couches, mais c'est pas exactement ça, en fait. C'est que l'armée israélienne, c'est une façon de les caricaturer et de rire d'eux. Ok, on peut vraiment trouver des soldats avec des couches? Ils disent que c'est vraiment une armée qui est mal formée, hein. Les gens là-bas doivent faire leur service militaire, souvent c'est des très jeunes personnes, que c'est comme une police avec des gros guns, des gros tanks, des gros drones, tu sais, beaucoup d'armement, mais pas nécessairement de savoir-faire. Puis justement, ils combattent, tu sais, la résistance palestinienne, par exemple, qui est plus la guerre de guérilla, donc ça repose justement sur une connaissance du territoire, une connaissance des armes, tu sais, une expertise. J'ai trouvé une thread sur Reddit. Ils disent finalement le soldat israélien en tant que tel, c'est quelqu'un qui va brutaliser des civils, des gens qui, un peu comme les policiers quand ils tuent des personnes noires, qui vont juste décharger leurs fusils sur des gens qui finalement ne représentent aucune menace. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont des cowards, des petits peureux. Tu sais, des gens... Des lâches. Des lâches, exactement. Si je lis ça... Moi, j'étais sûre qu'ils avaient vraiment retrouvé avec des couches. Donc, là, il faudrait faire plus de recherches, mais finalement, c'est ça, c'est aussi un terme qu'on utilise pour rire d'eux, pour les dévaloriser.
les dénigrer. Puis là, on dit, ben c'est de Pamper Army aussi, on dit ça. Donc, comme s'ils portaient des couches, parce que finalement, oui, ils ont des armes, oui, ils sont armés, oui, c'est de la violence, c'est de la répression, mais c'est pas une force qui est là pour défendre rien, c'est une force brutale, dégueulasse, génocidaire, puis qui tire aussi, genre, sa racine dans la peur. Donc, ils sont infantilisés. C'est des bébés avec des couches, ils ont peur. Puis il y a même des gens qui disent, bon, ils ont un American Sugar Daddy, fait que ça les infantilise encore plus, parce que, tu sais, c'est ça, ils se font donner tout leur argent, leur armement par les États-Unis. On les infantilise, on les traite comme des enfants. Il y a aussi l'idée que quand on traite quelqu'un comme un enfant, on le ramène à un état d'innocence. Et ça ramène à la question du mal. Est-ce que quand tu nais, un bébé qui va devenir un soldat des forces israéliennes, est-ce qu'il est nécessairement méchant? Non, pas nécessairement. C'est juste qu'il va grandir dans une culture où il va consommer de la propagande, où on va l'embrigader, où on va lui faire croire que, bon, les gens qui vivent à côté de chez lui veulent le tuer, veulent sa peau. Donc, il va devenir brutal, mais c'est pas nécessairement dans sa nature. Je lisais un livre de poésie, en fait, récemment, de Patricia Lockwood, qui s'appelle « No one is talking about this ». Puis dedans, elle parle de plein de mimes Internet, puis il y a le mime de Baby Hitler, tu connais? Ben, c'est ça que j'allais dire, moi, c'est cette grande question existentielle. Est-ce que tu tuerais Baby Hitler? Exactement, ça s'appelle « Killing Baby Hitler », donc c'est un débat éthique. Est-ce que si t'avais la possibilité de retourner dans le temps, dans le passé, puis tu pouvais le tuer, est-ce que tu le ferais, tu sais? Mais moi, je pense que cette question, il y a une réponse plus simple. C'est moi, j'irais dans le comité puis je l'accepterais à l'école d'art. Lui. Je pense que c'est ça la meilleure façon, la plus éthique. Mais après, c'est de faire reposer la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, sur une seule personne, alors que c'est une société entière qui a été embrigadée. Hein, c'est des conditions sociales. Puis s'il n'y avait pas eu Hitler, il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre avec un autre nom. Fait que c'est vraiment l'idée de... C'est ce que, selon moi, c'est une, responsabilité qui est collective. Ça repose pas juste sur les épaules de Hitler. Parce qu'il faut aller regarder les discours d'Hitler, puis son charisme, puis son aura, comment il est embrigadé comme un peuple complet. Moi, je sais pas pourquoi je suis dans un rabbit hole d'écouter des discours. Mais est-ce que c'est vraiment juste lui? Tu sais, je pense qu'il y avait un climat qui était antisémite. Ben oui, il y avait mais pas juste l'antisémitisme, dans le fond, c'est... Il y avait, tu sais... C'est parce que tout ça émane de la résolution de la Première Guerre mondiale, toutes les sanctions qui ont été mises sur l'Allemagne, l'endettement, tous les facteurs étaient là pour qu'un populisme violent comme ça voit le jour. Mais après, quand tu vas l'écouter parler, puis qu'est-ce qu'il dit aux gens, puis comment il crée cette opposition entre le peuple travailleur qui est de bonne morale contre les élites, tu sais, c'est le même genre de discours, tu sais, puis il y a un charisme qui est comme Mais inné. Ce discours-là se répète encore aujourd'hui. Tu sais, c'est pas tributaire d'un seul homme, c'est vraiment le discours de l'extrême droite. On dirait que c'est comme une logique quasiment rhétorique. Ben, ça a commencé comme ça, parce que le discours que j'ai regardé, c'était des discours de 33, 34, 36, c'est avant vraiment que ce soit comme le full-on Holocaust, tu sais. Il a pas commencé sa carrière politique en disant « on va faire l'Holocauste », tu sais. Non. Moi, ça m'avait complètement saisi comment c'est vraiment comme l'œuvre d'une personne qui a révolutionné, ben pas révolutionné, mais qui a pris le mode de communication des discours politiques puis qui l'a amené à un autre niveau d'endoctrinement. Puis c'est vraiment... Il y a beaucoup de crédit qui est donné, que je donnerais à lui en tant que tel, en tant que genre force politique, force de guerre. Fait que toi, si tu pouvais remonter dans le temps... Après, parce que le Mandela Effect, non, c'est le Butterfly Effect de... Si tu fais ça... Mais ça a été démenti aussi. Non, moi, j'y crois, là, comme... Moi, j'y crois. C'est peut-être ésotérique, là. Comme le Butterfly Effect, c'est le coup d'aile d'un papillon, je sais pas trop où, dans je sais pas quel pays, pourrait avoir le pouvoir de détourner un ouragan, genre. Exact, mais c'est que tu peux faire un petit changement dans le passé qui va complètement changer le timeline, tu sais, mettons... Mais pour un mouvement social de ce type, moi, j'ai de la misère à croire au Butterfly Effect. Je sais pas si je tuerais Baby Hitler. Est-ce que tu tuerais Baby Hitler? Ben non, parce que je suis pas... moi, je crois pas... Je suis pas déterministe, je suis pas essentialiste, donc je pense pas qu'on est mal, gentil, bien. Ça part toujours d'un contexte. Ça part de la culture, ça part de comment on t'élève, qu'est-ce qu'on dit. Le diaper discourse continue, là, on parle de bébé, on parle de couche, mais plus récemment, c'est en politique américaine que le diaper discourse is strong, surtout parce que, bon, là, Biden vient de donner sa démission, mais tu sais, 2 candidats à la présidence dans les 80, c'est Gériatrique. Ça? Donc c'est ça, on vit dans une gérontocratie, fait que c'est sûr que ça pop. Parce que Biden était clairement sur les grosses couches, double épaisseur. Tu penses? Des Pampers? Double.
Il mettait 2 Pampers. Là, plus récemment, quand Trump a survécu à une tentative d'assassinat, il est allé donner un discours tout de suite après avec un gros bandage sur l'oreille. Puis là, il y a eu plein de républicains qui sont arrivés avec des Solidarity Bandage, donc ils se sont bandés l'oreille aussi, un peu comme « Je suis Charlie », tu sais. Les gens, pour rire de ça, ont comparé ce genre de bandage à des tampons, des produits d'hygiène féminins. C'est ce qu'on appelle une contamination du genre, mais tout ce qu'on associe aux femmes, en particulier l'hygiène du sexe féminin, le cis, mettons, est dévalorisé. Donc, à l'épisode précédent, on parlait de Jojo Siwa, sa chanson que t'aimes, I'm Your Guilty Pleasure. Dans son clip, il y a des fans qui ont remarqué qu'un petit objet blanc semblait tomber d'elle alors qu'elle dansait. Donc, on a pensé, oups, Jojo a perdu son tampon. Ça, c'est pas vrai? Je sais pas. Moi, je l'ai vu, l'image. Effectivement, il y a quelque chose J'ai qui vu, tombe. mais moi, j'étais comme, c'est AI. J'étais pas, genre, je pense pas que Jojo... Tu fais un clip, Jojo Superstar, je pense pas que... Peut-être que c'est... Notre Jojo! Tabarnouche! Quand on commence à y prêter attention, tu sais, on voit que le diaper discourse est strong. Il y a même la marchandise pro-Trump qui met ça de l'avant parce qu'on a beaucoup accusé Trump de porter des couches. Hein. Il paraît que là, c'est des ragots. Il y a même un comédien, Noël Casseleux, qui a travaillé sur The Apprentice pendant 6 saisons avec Trump et qui aurait dit, en brisant son accord de non-divulgation, que Trump, à cause de tout ce qu'il prenait, la cocaïne, l'adéral, il portait des couches parce que ça faisait un effet laxatif sur ses intestins. Finalement, il puait, il dégageait une odeur complètement nauséabonde. Et là, dans des rallyes pro-Trump, il y a des gens qui, en solidarité avec Trump, vont porter des couches pour adultes. Il y a même des signes où on peut lire « Real men wear diapers ». Et on l'a même surnommé affectueusement Diaper Done. Il y a des chandails aussi sur Amazon qu'on peut acheter, Diaper Over Dems. Fait que vraiment comme, finalement, on préfère un président en couche qu'un démocrate au pouvoir. Mais il y a un fact-check de Yahoo News qui dit... c'est pas vrai. Qui dit non, il dit que c'est vrai que il y a des Trump supporters qui portaient non, ça, c'est vrai. des j'ai diapers. vu les photos, tout. Puis ils disent, là je vais lire en anglais là. Ouais. It's unclear where this trend originated, but it appears the participant chose to embrace jokes and comments about Trump's smell and purported intestinal distress. Ouais, qui pue. Mais ce qui est intéressant aussi derrière l'idée d'incontinence, de couche pour adultes, c'est qu'on va vers la perte de contrôle. On a l'idée qu'on peut plus contrôler son corps, les fluides corporels, que ça soit l'urine, le caca, les menstrues. Ça me fait penser au stade anal, là, tel que théorisé par Freud, le psychanalyste. Quand tu as à peu près 2 à 3 ans, puis que tu apprends finalement à retenir ton caca. Tu découvres le plaisir que ça te procure de retenir tes matières fécales, la rétention, ou les expulser, donc la défécation. Tu apprends à contrôler tes sphincters. Puis l'anus, c'est vraiment une zone de passage entre ce qui est à l'intérieur du corps et le monde extérieur. Puis là, la phase anale, c'est là où tu as une certaine volonté, toi, en tant qu'individu, enfant, puis tu t'aperçois que tu peux exercer cette volonté-là dans le monde. Donc, tu peux décider de quand tu expulses ta crotte et quand tu la retiens. Fait que c'est important. C'est important dans ton stade de développement. C'est la deuxième phase de l'évolution psychosexuelle. La première, c'est le stade oral. Puis ça, c'est intéressant parce que là, on parlait de maîtrise du corps, mais on parle aussi d'une zone de passage entre l'intérieur et le monde extérieur. On peut transposer le corps sur l'état. Puis ça, c'est souvent fait dans le discours, en fait, de façon imperceptible parfois, mais l'état en tant que tel, le pays, est considéré comme un corps. Puis les orifices, ton anus, ta bouche, c'est des brèches par lesquelles les corps étrangers vont rentrer, sortir, par exemple. Puis maîtriser le corps, c'est maîtriser l'état. C'est d'avoir la capacité de contrôler ce qui rentre puis ce qui sort. C'est quoi qui rentre, qui sort? Il y a tellement un discours anti-immigration, le mur pour le Mexique, c'est, entre guillemets, étranger, parce que je pense qu'il ne devrait pas avoir d'étrangers ou de frontières, mais les immigrants, l'immigration. Ça a l'air anodin comme ça quand on parle de couche, quand on dit « Hey, tu chies dans ta couche », mais ce qu'on veut dire, c'est finalement, t'as pas de contrôle, t'es pas en mesure d'exercer un pouvoir, t'es pas en mesure de diriger un état. Pourquoi? Parce que t'es pas en mesure de contrôler ce qui rentre
puis ce qui sort. Ça nous renseigne aussi sur c'est quoi un État. Hein? Les États en tant que tels, l'idée de nation, c'est relativement récent, c'est contemporain. Hein? Ça fait pas genre 1000 ans que ça existe. Puis comment on conceptualise un État, c'est justement une espèce de corps avec des frontières. Puis l'enjeu, c'est de contrôler ces frontières-là. Mais je pense que l'idée d'État, elle existe depuis 2000 ans, mais je pense que c'est plus l'idée de nation. Parce que les États, il y avait les cités-États, il y avait la Grèce, il y avait un concept de citoyenneté, il y avait comme une complète procédure sur comment être un citoyen d'un État. Il y avait l'État. Mais c'est plus l'idée de nation. Nation avec des frontières. Ouais. Pas juste les frontières, une identité nationale qui émane d'une ethnicité. C'est plus ça comme une idée de nation. Les frontières ont existé, les guerres ont été battues pour des frontières depuis des milliers d'années, mais c'est vraiment l'idée de peuple national. Ça, c'est plus récent. Tandis qu'avant, les critères étaient pas... Ouais, mais c'est ça, mais c'est intéressant parce que quand on pense à l'idée de nation, quand on pense à une identité nationale, tout de suite, on pense, cette identité-là, elle peut être menacée, elle peut être diluée, par exemple, en fonction de qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort. Tu sais, là, c'est vraiment cru, là, parce que j'ai la métaphore du corps puis de l'anus et tout, mais... Non, mais c'est important, parce que ça, c'est des enjeux rhétoriques, c'est dans le discours. C'est ça, c'est intéressant de juste savoir que l'identité nationale en soi, c'est vraiment un concept qui est récent. En fait, c'est apparu avec... L'écriture, pas l'écriture, en fait, l'imprimerie, puis l'idée du livre, en fait. Le livre qu'on pouvait acheter, qui pouvait circuler. Je sais que ça a l'air un peu con puis anodin, mais juste de porter plus attention sur toutes ces références aux couches, au caca, à la maîtrise du corps par rapport au liquide corporel, puis peut-être m'écrire ou me revenir si vous voyez des occurrences qui vous parlent, parce que c'est quelque chose que j'essaie de monitorer en ce moment. Real life. Tu ris, mais que... Je ris pas, non, je te trouve cute. Non, mais je suis d'accord. Puis justement, c'est l'idée de prendre au sérieux des choses que finalement, on n'a pas d'emblée le réflexe de prendre au sérieux. Je monitore le diaper discourse. Ouais. Je suis une source de... Puis, tu sais, plus spécifiquement, quand c'est des enjeux géopolitiques, ça m'intéresse vraiment. Mais c'était quoi? On avait une autre affaire de diaper, me semble qu'on avait... En fait, on s'est tellement envoyé d'affaires de diaper. C'est vraiment plus présent qu'on pense. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans mon espèce de quête de couches et tout ça, j'ai remarqué qu'il y avait comme une espèce de mouvement vers un autre... Ce que je vois beaucoup émerger en ce moment sur les réseaux, c'est du discours sur les enemas, donc les lavements. L'idée de se laver les intestins, de s'injecter de l'eau à l'intérieur, de recracher ce qui est mauvais. Je me souviens d'avoir lu un chapitre d'un livre de Sarah Ahmed, là, qui est une grande théoricienne féministe, dans le livre The Cultural Politics of Emotion, publié en 2004, qui parle vraiment de toutes les métaphores qu'on emploie pour générer la peur dans le discours politique. Mais c'est vraiment intéressant de voir ces métaphores-là. Tu sais, moi, par exemple, j'ai fait du sous-titrage pour TV5, puis à un moment donné, je sous-titrais une vieille émission pour enfants, un dessin animé qui explique comment le corps fonctionne. Puis là, t'avais vraiment des métaphores policières, en fait. Il y avait des polices, qui étaient peut-être des globules blancs, qui empêchaient des gens de rentrer, qui demandaient des papiers, des cartes d'identité, puis qui étaient armés. C'est vraiment pas anodin. Et ça façonne notre façon d'envisager le monde, d'envisager toutes sortes de structures, que ça soit notre corps, que ça soit notre pays, que ça soit une institution, tu sais. Puis après ça nous apparaît naturel, mais c'est fabriqué dans le discours. Hein. Mais ces images-là ont un impact sur comment on se sent, puis vont générer des émotions. Fait que c'est comme ça qu'on arrive à finalement faire peur, avoir peur. Fait que ça, c'est ce que je voulais dire pour notre épisode de Café Snake. Encore désolée de ne pas être collée sur l'actualité, mais comme on va vous revenir de caraquette. Prêt et revigoré et enchanté. C'était Café Snake. Surveillez le Diaper Discourse. Merci. À la prochaine. La musique, c'est par It's Azlo sur Instagram et Azlo sur Spotify, A-Z-L-O sur SoundCloud et Spotify. C'était Café Snake. Merci. À toujours. Let's go.